Alors bonjour à vous tous et toutes, bienvenue à cette quatrième rencontre du 9e type. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis l'animateur de La Vie en BD sur CKRL 89.1 et c'est un plaisir de vous retrouver toujours avec ce concept, ma foi, fort simple, des rencontres en détail, en profondeur avec des créateurs BD d'Amérique du Nord, avec des créateurs BD d'Europe. Alors une proposition conjointe de La Vie en BD et de Québec BD. Alors, pour cette semaine, on s'en va du côté de la littérature jeunesse au Québec avec un auteur incontournable, connu, je pense, de tous les jeunes lecteurs de 7 à 14 ans et peut-être un peu plus jeune et assurément un peu plus vieux aussi. Alors, il s'agit d'Alex A. Alex A qui nous a offert au fil des récentes années, entre autres, des séries comme L'Agent Jean, comme L'Univers est un ninja ou comme Les expériences de Mini-Jean. Alors, on va aller à sa rencontre, on va aller découvrir son parcours, son travail, son approche. Bref, on va aller jaser avec Alex A. cette semaine aux rencontres du 9e type. Alors voilà, on a le plaisir d'être maintenant en compagnie d'Alex A. Bonjour. Salut. Alors, Alex, en fait, peut-être d'entrée de jeu, évidemment, on te présente toujours comme un auteur incontournable dans la sphère jeunesse, mais quand tu t'es lancé en bande dessinée, tu t'es pas dit « Ah, je vais faire de la bande dessinée jeunesse ». Tu as fait de la bande dessinée que tu aimais et à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était de la bande dessinée qui plaisait au jeune public, finalement. Oui, je pense que on associe beaucoup le cartoon à l'enfance ou à l'enfant. Tu sais, on dirait que le cartoon est comme ça plaît à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de livres, de séries télé, de films, cartoons qui plaisent à bien des adultes, mais encore, on dirait que dans l'imaginaire collectif, surtout ici, c'est pour les enfants. Donc, oui, j'ai découvert que peut-être pas, c'est plus les enfants qui aiment ça, mais je dirais que c'est plus l'adulte qui en a peur et qui n'ose pas nécessairement y aller. Parce que toi, quand tu étais arrivé, bon, si on commence à l'Agent Jean, on en reviendra peut-être un peu avant aussi après, mais l'Agent Jean lui-même est arrivé à une période où j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant de littérature jeune public au Québec et que le côté cartoon, aventure, absurde, c'était pas un créneau qui était tant occupé. Il y avait eu Safari qui était tombé, on arrivait un peu dans un creux de vague. Et en même temps, avec cette production-là, finalement, c'était un bon pari parce que ça a relancé une nouvelle vague de production jeunesse aussi. Oui, oui, absolument. Je ne sais pas si ça a lancé. C'est vrai, oui, il y a un peu plus de bandes dessinées jeunesse cartoon qu'il y a avant, mais même là, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup non plus aujourd'hui. On est Plus comme. jeunesse que jeunesse cartoon, si on peut dire. Ouais, parce que moi, je viens vraiment de l'école, tu sais, les Simpsons, Family Guy, puis le cartoon américain humoristique. C'est encore ce que j'ai l'impression que je fais, peut-être avec un côté aventure plus développé, que je ne suis pas nécessairement dans la sitcom. De moins en moins, d'ailleurs. Je trouve que mes livres ont de moins en moins de blagues, là, puis ça ne me dérange pas. Mais ouais, je suis plus de l'école du cartoon américain, qui n'est pas encore totalement répandu au Québec, j'ai l'impression. Et effectivement, quand je suis arrivé, en fait, moi, mon but avec ma bande dessinée, c'était vraiment de faire des bandes dessinées qui étaient drôles. Mais, drôles pour vrai, puis non pas rigolotes ou amusantes. Je trouvais que moi, je lisais des bandes dessinées qui étaient supposées être humoristiques, puis j'avais pas de vrai rire comme j'en avais, mettons, quand je regardais des dessins animés comédies ou des films. Fait que c'est quelque chose que je voulais essayer d'emmener, mettons. Oui, puis en fait, ça vient un peu avec tout le côté, en fait, je dis absurde, mais je pense, à défaut peut-être de meilleurs termes, parce que ton humour n'est pas limité à ce créneau-là. Au Non, mais il y contraire, en c'est hyper a. large, là. Il y Oui. en a, évidemment. Puis, dans le fond, on dirait aussi que le gag vient, il y a comme la trame sérieuse, puis après ça, ça pullule de gag. Maintenant, on arrive avec un pic, là, oups, il y a un gag on Ouais. désarçonne un peu le sérieux, mais en même temps, on embarque après ça dans la trame, puis on dirait que tu saupoudres d'humour aussi, une trame qui est Oui. déjà un peu absurde, légère, ou sérieux, léger en même temps. Oui, en fait, j'écris, j'ai pas mal tout le temps écrit de la même façon. C'est que je pars avec une trame, justement, comme tu as dit, très sérieuse. Je travaille bien mon histoire. J'essaie d'avoir une vraie bonne histoire. L'histoire n'existe pas juste pour appuyer les gags. C'est pour ça que j'écris pas une pure comédie. Mais c'est vrai qu'aussitôt que je me mets à l'écriture des dialogues ou des détails et tout, je ne peux pas m'empêcher de niaiser, on dirait. Mais le personnage de l'agent Jean, surtout, il est comme. Quelqu'un m'a fait réaliser récemment que c'est le comic relief, mais c'est le personnage principal. Fait que tout son univers autour, c'est comme sérieux. Tous les personnages sont impliqués dans des choses graves et sérieuses, mais lui, on dirait que rien ne l'atteint, puis il prend tout de façon légère, puis c'est de là que vient l'humour. Oui, puis en même temps, on dirait que c'était nécessaire pour
que ce personnage-là soit un héros, je veux dire, l'agent Jean, c'est pas un incompétent. Il n'a pas Non. conscience du danger, il n'a pas conscience de ce qui l'entoure, mais il réussit à le faire, puis il est efficace dans ce qu'il fait. Puis on dirait que c'était nécessaire pour que ça soit justement plus que juste un comic relief, mais Oui, oui. un héros comique, si on peut dire. Ben, je voulais juste pas aller dans le cliché de Johnny English, puis c'est voyons comment il s'appelle, la Panthère Rose, ce genre de personnage qui réussit tout en faisant des gaffes par accident. Tout ça, juste parce c'est pas que c'est pas bon, mais ça avait tellement été fait. C'est drôle parce que c'était une phrase de l'auteur des Bougons, François Havard, qui avait dit, à un moment donné, quand il écrivait les Bougons, justement, il disait il voulait représenter des personnages qui étaient sur le bien-être social, mais il ne voulait pas que ce soit des losers, il voulait que ce soit des winners. Puis ça m'avait marqué, cette affaire-là. Puis je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose. Là, genre, je vais avoir un personnage qui est drôle et gaffeux et tout ça, mais c'est un winner. Puis ultimement, c'est un surdoué dans ce qu'il fait. Puis c'est pas nécessairement qui est pas conscient du danger, c'est qu'il en est conscient, mais c'est pas important, ou il a confiance que ce sera pas grave au final puis que tout va bien aller. T'sais. La phrase « ça va bien aller » fonctionnerait bien pour l'agent Jean, j'ai l'impression. Oui, parce que dans le fond, lui, à un moment donné, il y a des trous de mémoire, ça va pas super bien. Dans son univers, il y en a qui ont perdu des jambes, qui ont perdu des bras. Je veux dire, il y a un côté résilient aussi là-dedans parce Oui, que c'est pas c'est le bon facile. Là, mot. C'est le bon mot, mais je pense même dans un de mes livres, tu sais, quelqu'un, il dit, mon Dieu, j'ai de la misère à citer mes propres affaires, je l'ai trop fait. Euh, quelqu'un, il dit genre, mais là, c'est dangereux, on pourrait mourir, puis il dirait, ben, on va tous mourir à un moment donné. Tu sais, il y a comme cette espèce de philosophie d'être heureux en toutes circonstances. Tu sais, il réussit à atteindre ce niveau-là de zen que tout le monde recherche, finalement. oui, puis d'avoir placé, dans le fond, ce personnage-là au cœur, ben, tout découle de lui. Donc, si il est au centre de l'histoire, quand tu racontes l'histoire, tu ne racontes pas avec sa perspective, donc avec un léger détachement qui permet aussi l'humour, qui permet l'absurde, qui permet le etc., etc. Oui, exactement. Puis c'est drôle parce que je me suis un peu peinturé dans le coin avec, avec le tome 8 de la saison 1 de l'Agent Jean parce qu'à la fin de ce livre-là, bon, spoiler là, pour les gens qui ne l'auraient pas lu, mais on se rend compte finalement que toute la saison 1 était un peu un plan du Castor, qui est le gros méchant principal. Puis dans le fond, s'il réussit tout, c'est pas mal parce que l'histoire était écrite en quelques mots. Il se faisait manipuler, puis tout cet univers-là se faisait manipuler. Puis là, il se retrouve avec le doute de je suis quoi, puis c'est quoi ma place là-dedans, comment je vais, est-ce que je vais être un bon agent et tout. Et puis, je pense que j'ai fait ça juste pour me mettre au défi d'essayer de twister un peu les choses, puis d'explorer ce personnage-là. Puis tu vois, finalement, ça a donné qu'au début de ma saison 2, on est revenu un peu au statu quo avec quelques changements. Puis j'ai pas encore exploré ce côté-là de l'agent Jean un peu plus nuancé, mettons, mais je vais y arriver éventuellement. Oui, bien en fait, c'est que je veux pas dans le développement d'une série comme ça, tu te laisses des portes. C'est comme par exemple entre la saison 1 et la saison 2, il y a quoi, 2 ans, c'est passé dans la série, il y a un Oui, c'est trou ça. qu'on remplit progressivement. Il y a des éléments comme ça parce que sinon, la marge de manœuvre devient assez limitée, j'imagine. Oui, oui. Puis je te dirais que d'un fois, on inclut des éléments puis on ne sait pas trop où ça va s'en aller, mais c'est ça, je me mets au défi, je me fais confiance que je vais être capable d'explorer ça. Puis non, c'est ça, là, tout ce côté-là, la suite du tome 8 avec l'exploration un peu plus nuancée de gens va venir dans mon prochain livre, en fait, là, que je compte faire pour la saison 2. Et ce qui est intéressant dans l'évolution aussi, parce qu'au départ, en fait, si on remonte loin, très loin derrière nous, Jean, c'était une parodie de James Bond. Oui, C'était un peu dans très loin, l'esprit oui. que ça s'est lancé et rapidement, ça s'en est distancé pour devenir l'ancrage aussi d'un univers. Mais Jean, c'est un personnage que je pense que tu as amorcé autour de 9 ans, tu as commencé à explorer un peu. Ouais, c'est flou, mais je pense 10-11 ans, mettons. C'est quand est arrivé le jeu vidéo GoldenEye sur la Nintendo 64. Tu voyais là. Le classique incontournable. Oui, exactement. Non, c'était juste, moi aussi, je veux faire une histoire d'agent secret, puis j'ai comme regardé des films de James Bond, puis des jeux vidéo, puis juste jouer avec les codes. J'ai toujours été un gros fan de parodie, là. Puis je dirais que c'est un peu... la parodie, c'est comme une bonne façon de commencer quelque chose, parce que tu te bases sur quelque chose qui est déjà fait, mais pour créer ta propre affaire. Fait que tu fais juste reprendre des codes et tout. Puis au départ, l'agent Jean, c'était vraiment que ça. C'était de la parodie de plein de choses. Puis graduellement, c'est devenu son propre univers. Ouais.
Oui, puis c'était pas non plus le premier personnage. Je pense dans une entrevue à Mané, tu dis que tu avais commencé à 7 ans avec un truc qui a quand même 20 pages Oui, de attends, Casper, une je pense que je Fantomo, l'ai le pas petit loin. fantôme. Donne-moi 10 secondes. Voilà. Je les ai sortis il n'y a pas longtemps, justement, mais je l'ai ici, ma première bande dessinée. J'espère qu'on va la voir à l'endroit. Ah non, je pense qu'elle va être à l'envers. Oui, on en la voit à l'endroit. On la voit Ah, à pas vrai? l'endroit. Puis Ah, c'est moi pour qui. ceux à tout le moins qui nous écoutent en web diffusion, pour ça en balado, ben, il faudrait écouter la web diffusion. Non, c'est vrai. Mais Et ça doit, ça mettons doit- un 2 pages. Tu sais, à 9 ans, ma première BD ressemble à ça. Là. c'est quand même pas rien. Là. Ben, c'est drôle parce que j'ai juste fait ça parce que j'ai lu une bande dessinée à répétition. C'était une bande dessinée de Serge Gaboury. Les aventures de Célestin. Oui, exactement. Tu as fait de la bonne recherche, toi. Mais oui, effectivement, que je lisais comme sans arrêt en troisième année. Puis on dirait que plus je la lisais, puis je me suis dit, je pense que je serais capable de faire ça. Puis, je sais pas, j'étais un enfant qui aimait essayer toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai juste essayé de faire une bande dessinée, puis ça a comme fait un déclic dans ma tête de c'est vraiment le fun d'avoir ses propres personnages, puis de leur créer des aventures. Puis, à partir de là, j'en ai créé. Tu sais, l'agent Jean, je pense, c'est comme peut-être mon 58e personnage. Là. Je dis n'importe quoi, mais j'en faisais tous les jours. Là. Oui, puis dans les planches que tu as montrées, il y avait quand même aussi une notion de compréhension de la structure. Je veux dire, il y avait des cases, il y avait aussi une notion de mise en scène. C'était pas juste comme des dessins qui forment une histoire. Là. Il y avait... Oui, bien, j'ai été surpris en relisant ça. Il y a des grosses erreurs de débutants, effectivement, mais d'un fois, ma mise en page est comme variée, puis les plans varient, la grosseur des cases varie. Puis effectivement, on dirait que j'avais déjà assimilé une couple de notions de base déjà. Fait que oui, tant mieux. À part cette page-là est dégueu, là. Il y a 2 grosses cases avec le personnage centré de la même façon pour montrer une scène où il se passe absolument rien. Grosse erreur, mais c'est correct. J'avais 9 ans. Ah, on peut se le permettre. Et, Oui, oui. et- et- et j'imagine, en fait, c'est au fil des années, justement, tu as dessiné. Éventuellement, tu as choisi d'essayer d'en faire une carrière. Tu as été étudié en art plastique au collégial, en dessin animé au collégial. Oui. Mais j'imagine que tu en étais à un point où tu avais trouvé déjà un peu trop ton style, puis c'était plus difficile, dans le fond, de se faire casser pour reconstruire à cette étape-là. Ah, oui, effectivement. On me l'avait dit d'ailleurs au cégep. Au cégep, l'avantage que j'ai eu en art plastique, c'est qu'on ne faisait pas de bande dessinée. En fait, on ne faisait pas de cartoon du tout. Fait que j'ai pu explorer un paquet d'autres affaires que j'avais jamais faites. J'ai fait de la peinture, de la sculpture, de la photographie et tout et tout. Puis, je veux dire, nos professeurs nous empêchaient de dessiner du cartoon, c'est-à-dire un dessin avec ce qu'on appelle comment on appelle ça? Comme un dessin au trait, c'est-à-dire tu vas dessiner quelque chose, puis tu vas juste faire les traits autour de cette forme-là au lieu de dessiner l'intérieur. Tu sais, en peinture, tu ne vois pas les traits. C'est pas dessiner, c'est vraiment peint. On peint les formes, les dégradés et tout. Puis on n'avait pas le droit de faire des traits dans nos dessins. Puis fait que ça a été correct, mais on a eu un cours de bande dessinée à la dernière session. Je me souviens. Puis là, j'ai eu le droit de prendre mon propre style. Puis ça a été le fun parce que la professeure m'a permis de comme redécouvrir la bande dessinée. Ça a été un beau déclic parce que j'en faisais depuis l'âge de 9 ans. Puis, tu sais, je sais pas, je n'étais pas tanné d'en faire, mais j'avais l'impression de stagner ou d'être blasé ou de comme, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Puis ce cours-là m'a comme redonné la petite flamme, à juste donner quelques notions de base de type de plans différents. J'ai appris c'était quoi un plan américain, puis un plan d'ensemble, plan penché, tout ça. Puis juste ces petites notions-là, ça m'a comme ordonné la passion. Puis ça m'a reconfirmé que je voulais faire ça. Puis cette prof-là nous avait dit, je pense quelque chose genre, si vous arrivez, mettons que tu vas à l'université en art, si tu arrives déjà avec ton bagage puis ton propre style et tout, c'est là que ça va être le plus difficile parce qu'ils vont juste essayer de te casser tout le temps. Puis effectivement, moi, après l'art plastique, je suis allé en dessin animé au Cégep du Vieux-Montréal. Puis j'ai détesté ça, là, c'était terrible. Le pire, c'est que je pouvais faire mon cartoon. Tu sais, le cartoon est accepté, la ligne de trait est acceptée, c'est du dessin animé. Mais le problème, c'est qu'on me disait, tu vas faire ça de cette façon-là. Fait que la technique que je m'étais bâtie depuis des années, il fallait que je la casse puis que j'apprenne
selon ce qu'eux me disaient. Fait qu'il fallait que je fasse partie d'une espèce de moule qui est tout à fait justifié parce qu'en dessin animé, c'est des équipes qui travaillent sur des projets. Fait qu'il faut que tout le monde travaille de la même façon, sinon on ne s'y retrouve plus. Mais moi, je me suis vraiment rendu compte que je pouvais pas être un technicien dessinateur. Je pouvais pas être. J'avais vraiment ma propre façon de voir les choses, puis il fallait que j'aille dans cette direction-là. J'ai haï me faire dire quoi faire. Fait que dans le fond, l'exploration est plus venue d'une série de petites séries, de petites publications. Tu as fait Teaspoon Nord, plus dans Ouais, le Teaspoon roman Town noir. Tu as Nord. fait Oui. Dessous de bras, etc., dans le Bob, un peu ailleurs. Donc, tu as fait plein de petites séries, j'ai l'impression. Puis à un moment donné, en fait, de ce que je comprends, presque, c'est comme s'il y en avait une qui s'était imposée ou qui s'était dit, OK, ben c'est celle-là finalement, ou c'est celle-là dans Ben, laquelle je suis plus confortable. ouais, ben, je te dirais que j'ai commencé à 19 à comme gagner ma vie avec mes dessins. Justement, j'ai quitté l'école et j'ai fait ça ne marchera pas l'école, il faut que je gagne ma vie avec mes dessins à ma façon. Puis, ouais, je pense un des premiers contrats que j'ai eu, c'est dans le magazine Safari, justement, euh, j'ai commencé. Au début, j'étais juste illustrateur, je faisais des caricatures beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai proposé ma propre bande dessinée, ma propre parodie. Puis là, j'ai commencé à en faire à plus auteur-dessinateur. Puis, j'ai commencé un peu à faire mes classes-là. Puis, c'est drôle, on revenait à la parodie pour commencer. Fait que je faisais des parodies de films connus de l'époque, de séries télé, de jeux vidéo. Puis, des fois, j'avais une belle liberté. Des fois, j'avais des commandes précises. Puis, autour de ça, j'avais différents contrats d'illustration aussi, beaucoup. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Puis, j'avais déjà en tête de vouloir avoir ma série BD à un moment donné. Je voulais vraiment publier un livre. C'était mon but à court et long terme. Puis, je pense, les premières fois que j'ai proposé des séries à des éditeurs, je pense que j'avais 5 séries en même temps. Tu sais, je pitchais tout le temps plus qu'une série. Puis, je vais te prenez celle qui vous tente. Moi, je ne sais pas par laquelle commencer. Puis, c'était tout le temps l'agent Jean qui était plus intéressant, j'ai l'impression. Peut-être que c'était plus grand public que les autres choses que je proposais. Puis au final, c'était mieux pour moi aussi parce que c'est un personnage que je connaissais depuis tellement longtemps. C'est un univers que je maîtrisais, puis avec des codes extrêmement simples pour commencer. Parce que si j'avais commencé avec un projet trop ambitieux ou éclaté, comme premier livre, peut-être que je me serais cassé la gueule. Tandis que là, de partir avec quelque chose d'aussi simple que c'est de la parodie d'agents secrets, super-héros, bien là, c'est parfait pour une première série. Oui, puis avec la liberté de la faire évoluer au-delà de, parce que dans le fond, la Ouais. Jean-Jean des premiers tomes, puis la Jean-Jean d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est parti de, justement, comme on disait d'entrée de jeu, la parodie de vers, ben, c'est Ouais. plus une parodie, c'est la Jean-Jean. Puis si tu compares le tome 1 au tome 8, mettons, il y a tellement de gags. Il y a un gag aux 3 cases dans le tome 1, puis dans le tome 8, je pense que les 30 dernières pages, il n'y a aucun gag, puis c'est super sérieux. Là. Mais ouais, c'est que ça a évolué, mais c'est une série que je me suis permis d'explorer beaucoup. Tu sais, je savais que je commençais, puis c'est une série que je me suis donné droit à l'erreur. Tu sais, si je me trompe avec un tome, tu sais, il y a des tomes que j'aime pas vraiment, par exemple, puis je me dis, c'est pas grave, il y en a un autre après, puis lui, je vais l'approcher d'une façon différente. Fait que, ce que je trouve qui est quand même une bonne idée de ma part, dans le sens où je me suis pratiqué devant les gens, je me suis pratiqué à. Je montre mes pratiques en livre aux gens. Fait que ça me permet de travailler, d'être rémunéré, même si je ne me sentais pas peut-être totalement prêt à sortir une série. Puis c'est vraiment après 6 ou 7 livres que j'ai vraiment senti que, OK, je tiens un peu plus ma façon de faire. Là. Je sais plus où je m'en vais. Oui, puis un peu, en fait, comme le 30 pages que tu disais, sans gag à la fin du tome 8, ben, l'Alex A du tome 1, 2, 3 aurait peut-être pas osé non plus se laisser aller avec ce créneau-là. Il y aurait eu le réflexe de soupirer de gag, peut-être que ça aurait moins Peut-être. marché, justement. Ouais, il y avait peut-être une insécurité au tome 1 à mettre autant de jokes. On dirait que j'avais l'impression de faut que les gens rient ou faut qu'il y ait un accroche tout le temps parce que j'avais peut-être pas confiance en mes personnages ou mon histoire tant que ça. Là. Puis c'est un peu normal aussi. Commencer une série, c'est toujours laborieux parce que même toi, tu connais peu tes personnages. Dans ce cas-ci, il y en a que je connaissais beaucoup parce que j'ai dessiné depuis longtemps, là, mais même là, c'était quand même pas mal de nouveautés pour moi. Fait que t'es moins. Tu connais moins leur psychologie. Fait que tu sais pas trop qu'est-ce qui est intéressant dans eux tant que ça. Fait que tu les découvres un peu en même temps que les lecteurs. Fait que c'est ça pour combler cette insécurité-là, je me suis dit, me mettre des jokes partout. Puis, effectivement, j'ai bien fait parce que je pense que c'est aussi ce qui a accroché beaucoup. Et aussi, c'est drôle parce que je parlais de parodie, mais il y avait énormément de caméos de plein d'autres personnages, séries connus.
dans mes premiers livres. Tu sais, mon premier livre, je pense qu'il y a Batman qui apparaît là-dedans, puis Solid Snake de Metal Gear Solid, il y a qui d'autre? Dans le 2, il y a des Schtroumpfs, puis ça. C'est comme... Ça, c'est des réflexes de même l'enfant. Quand je dessinais, mettons, les premiers Agents Jean, il y avait tout le temps des références à un paquet d'affaires qui apparaissaient tout le temps. Puis ça aussi, ça a beaucoup capté l'intérêt des jeunes. On dirait que, je sais pas, Spider-Man qui apparaît alors que tu t'en attends pas, c'est toujours... Il y a toujours un petit hook là-dedans. Oui, ben en fait, puis de ce que je me rappelle, en fait, au premier tome, tu étais arrivé, tu avais été signé pour quoi? À peu près 3 albums, en fait, au Quatre. départ, 4 albums. Après ça, le succès du premier tome, ils ont vu que ça marchait, ça avait potentiel, ils t'ont signé pour un petit peu plus longtemps. Puis Oui. ça a commencé à décoller, je pense, comme série, ou du moins que ça s'est devenu un phénomène, quoi, au 4e, 5e tome, à peu près? Je dirais que c'est au 5e que j'ai senti que ça commençait à monter. Tu sais, tu arrives au Salon du Livre, puis il y a un line-up, alors que ce n'était pas arrivé avant. Là, j'ai fait « Oh! » Puis au tome 6, c'est là que j'ai senti que ça allait exploser vraiment beaucoup. Puis c'est drôle parce que le tome 6, c'est celui que je me sens le plus... c'était le premier livre que je me sentais vraiment que j'avais trouvé ma façon de faire, justement. OK, là c'est rendu à mon goût, mettons. Puis c'est un bon addon. Dans le fond, c'est rendu à ton goût, puis là, le monde embarqué dans ton trip. Ouais. Puis Puis j'ai gagné des prix pour lui en plus. Fait que c'est tout me confirmer que, OK, oui, c'est la bonne façon de faire. Et dans la bonne façon de faire aussi, dans le fond, il y a donc l'agent Jean, si on peut dire, donc qui est un peu ta série principale initiale. Puis c'est à quoi tu as décidé aussi de complexifier les choses parce que tu parlais beaucoup de références à différents trucs dans les premiers albums. Et plus ça va, plus tu commences à mettre des références aussi à d'autres trucs à toi. Et là, entre autres, ben, on ajoute, je pense qu'il y a 2 ans à peu près, tu as ajouté l'univers est un ninja, qui est comme un peu la genèse de cet univers-là, où là, tu dis, OK, à la place de juste raconter une histoire en saison, sur des séries, là, je vais me donner 1 milliard d'années de terrain de jeu, puis là, subitement, ben, les 2 ans d'amnésie deviennent des milliers d'années où on peut aller ajouter des trucs puis s'amuser un peu Ouais, là-dedans. ben, je te dirais que moi, je suis de l'école des comic books de super-héros aussi, puis on dirait que d'avoir cette idée d'univers étendu me parle beaucoup aussi. Fait que j'ai toujours eu dans la tête de toutes mes séries vont être interconnectées dans le même univers, là, de toute façon. Fait que c'était un peu ça l'idée aussi, c'est d'explorer l'univers A, si on veut, mais de d'autres époques ou d'autres... Dans le cas de l'univers est un ninja, c'est vraiment la genèse de l'univers, donc on est au début. Puis j'ai encore plein d'autres idées en tête pour d'autres séries que j'ai en tête pour explorer ça. Là. Puis avec l'univers de Ninja, parce qu'on parlait de jeux vidéo tantôt, mais c'est Oui. son épile. Hey boy, oui. On prend ça, on le fait en jeu vidéo, s'il y a des développeurs qui nous écoutent, ou si, je ne sais pas si le projet est déjà commencé, mais on est sur la coche là-dessus. Oui, non, c'est beaucoup des codes de jeux vidéo que j'ai appliqués en format livre. Mais c'est drôle, tu vois, je pense jamais faire un jeu vidéo avec l'univers est un ninja parce que ça n'a pas été pensé comme un jeu vidéo quand même. C'est les codes, mais ça fonctionne en livre et non en jeu. Donc, si je crée un jeu vidéo, ce qui est aussi dans mes projets, je vais ailleurs complètement aussi. Mais avec l'univers est un ninja, c'était d'avoir ce côté aventure épique, mais avec beaucoup d'absurdité dans les designs, dans le visuel. Tu sais. Parce que les jeux vidéo, ils ont comme évolué d'une autre façon que le cinéma ou la télévision ou les bandes dessinées. C'est-à-dire que si tu prends un des premiers jeux vidéo à succès, qui est Pac-Man, ben, tu sais, visuellement, c'est quoi Pac-Man? Tout est un peu absurde là-dedans. C'est une boule jaune puis qui mange des fantômes puis des cerises. Puis on dirait que le visuel devait correspondre aux moyens techniques qu'on avait. Puis tout le monde a comme accepté cette absurdité-là. Fait que là, c'est devenu un art qui s'est développé d'une autre façon où la technique l'emportait sur le visuel. Fait que là, après ça, on a eu Super Mario, tout le design de Super Mario vient juste de les limitations techniques. On va y mettre une moustache pour pouvoir différencier son nez parce qu'avec les pixels, c'est pas clair. On va y mettre une casquette rouge, comme ça, sa tête va être plus claire. Tu sais. Puis probablement que tout le reste du jeu a été créé avec ça en tête aussi. Tu sais. Peut-être que c'était plus facile de dessiner une tortue que de dessiner un ninja. Donc, ça va être des tortues, les ennemis. Puis finalement, ça a donné un univers complètement absurde. Puis là, tous les autres qui ont créé des jeux vidéo après ont comme appliqué ces termes-là aussi. Nous autres aussi, il faut que ça soit absurde. C'est ça la règle. Fait que là, on a eu des jeux vidéo avec des bonhommes bizarres. Puis j'ai grandi avec ça. Puis c'est ça qui m'a alimenté. Puis tiens, j'ai même une petite figurine ici d'un de mes personnages préférés. Ça, c'est Banjo-Kazooie.
Il y en a un Fait que autre gros en arrière. enregistre l'absurde, c'est un bon créneau aussi. Ouais, ben, Mais ce effectivement, que on se donne j'ai. cette liberté-là d'être absurde dans le jeu vidéo qu'on ne se donne pas nécessairement dans d'autres médias. Ouais, ben, parce que le monde est habitué, j'ai l'impression. Puis justement, tu sais, mettons Banjo-Kazooie, la base, c'était de créer un jeu vidéo à peu près comme Super Mario, avec une plateforme, pas une plateforme, une mascotte d'animaux, parce que c'était connu, les mascottes d'animaux dans les jeux vidéo. Puis là, à partir de là, tu fais, bon, c'est qui l'ennemi? Ben, c'est une grosse sorcière. OK, c'est qui va nous aider? C'est un espèce de bonhomme chaman. Il va falloir ramasser des morceaux de casse-tête en or parce que ça prend un objet à ramasser. Puis là, toutes ces affaires-là ensemble, qui sont toutes disparates, devient une espèce d'univers cohérent, mais complètement absurde. Puis moi, j'ai voulu appliquer ça aussi dans l'univers Eton Ninja. Fait que c'est pour ça que j'ai pas de limite sur le type de personnage que je veux faire. Tu sais, la Jean-Jean, c'est pas mal tous des animaux. Là, je peux avoir des animaux, des humains, des objets qui parlent, puis c'est pas important. Tu sais, Puis j'imagine qu'à un certain point, ça devenait nécessaire aussi parce que tu disais, si déjà à 9-10 ans, la Jean-Jean, c'était le 58e personnage, tu n'as pas dû arrêter d'en créer au fil des années. Donc, à un moment donné, oui, il y a les personnages animaliers, il y a les trucs qui peuvent rentrer dans l'univers de la Jean-Jean, mais à un moment donné, tu as envie aussi d'exploiter d'autres boîtes de personnages, oui, d'autres cahiers complètement. d'idées, dans le fond. Puis il y a aussi que moi, je m'ennuie facilement en dessinant aussi. C'est pour ça que je fais du cartoon bien éclaté. C'est parce que dessiner du dessin très réaliste, autobiographique, je m'emmerderais vraiment beaucoup. Là, je ne suis pas un passionné de dessin nécessairement. Là. Je suis un passionné de création, d'écriture. Fait que faut que je m'amuse avec mes personnages. Puis surtout, il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Fait que des personnages très simples, très cartoon, c'est parfait. Tu sais, dans l'univers Eton Ninja, il y a beaucoup de personnages qui ont une ou deux couleurs, qui n'ont pas beaucoup de vêtements non plus. Fait qu'ils sont comme rapides à dessiner, puis tu peux les mettre super expressifs, puis c'est parfait. Et puis, attends, il y avait une idée. Je sais que je m'en allais avec ça. C'était quoi ta question, là? On parlait des banques de personnages, puis l'idée, dans le fond, de Oui, c'est pouvoir en ça. prendre, puis... Ouais, ben, je sentais qu'avec l'agent Jean, même là, même s'il y a une belle variété de personnages, je commençais à me sentir limité. Puis même là, depuis un bout de temps, j'ai envie de dessiner des humains, ce qui est assez nouveau, je te dirais. Mais j'ai des idées en tête de bande dessinée. Où je vais peut-être explorer un univers plus mature, mais j'aime pas le terme mature, mais juste plus, pas non plus groundé, mais en tout cas, des personnages d'humains puis de la BD peut-être plus longue et plus poussée dans ses idées, dans ses histoires, mettons. Ouais. Oui, ben, Pour ou un tu sens public un que peu tu es plus vieux. rendu là. Tu es rendu là comme auteur aussi, où tu dis, ben, OK, Ouais. j'ai maîtrisé un certain champ. Ben, une volonté de se remettre en danger, un peu comme quand tu dis, on se lance avec une nouvelle série, tu as une série bien établie. OK, on en recommence. Si ça t'a pris 6 tomes pour être confortable avec la Jean-Jean, ben, combien ça va t'en prendre pour le premier tome d'Univers est un ninja? Combien de réécriture tu vas te donner au niveau scénario? Ben, après ça, tu te Ouais. redonner le défi avec un autre univers aussi, pas rester. Exactement. euh, Ouais, puis tu vois, l'univers Eton Ninja, ça a été plus rapide avant de maîtriser parce que le premier livre de l'univers Eton Ninja, je l'ai recommencé au complet. Puis même la deuxième version qui est sortie, je ne l'aime pas vraiment. Pas que le livre n'est pas bon, mais c'était pas ça le ton que je voulais donner. C'était pas ça que je voulais faire. C'est vraiment quand j'ai fait la dernière page que j'ai compris ce que je voulais faire. Fait que là, le deuxième tome, c'est vraiment ça. Je suis comme, OK, là, je le maîtrise. Fait que ça m'a pris 2 livres, ce qui est quand même plus rapide que la Jean-Jean qui en a pris 6. Fait que je pense que ça veut dire que je maîtrise un peu plus mes choses. Là. Oui, puis en fait, j'imagine qu'éventuellement de jouer en fait avec tu sais, la Jean-Jean, c'est des saisons. Donc ça, j'imagine que ça te permet, dans le fond, de dire OK, je m'en vais vers 6, 7, 8 tomes. J'ai un coup, après ça, j'ai une arc, après ça, je peux passer quelques années plus tôt, Ouais, plus tard, jouer un peu avec ça. Avec l'univers est un ninja, là, tu dis OK, j'ai 6 tomes, c'est ça c'est pour 6 tomes raconter fermés. l'histoire. Puis éventuellement avec des one-shots ou des diptyques ou dans le fond, d'exploiter différents formats. Ouais, oui, puis même, j'aimerais ça quitter la série un bout de temps aussi parce que c'est vraiment le fun d'écrire une série, surtout en saison comme la Jean-Jean, c'est parce que le modèle de série télé, par exemple, moi, que j'aime beaucoup parce que suivre les personnages, vivre avec eux d'année en année, c'est vraiment un beau feeling, puis les voir évoluer. Puis, mais en ce moment, je suis un peu fatigué de la série parce que tu es aussi pris pendant 3-4 ans à faire que ça. Puis, il y a les attentes du public puis de l'éditeur aussi. Fait que c'est difficile de faire je vais arrêter 2 ans, je vais faire d'autres choses, puis je vais revenir. Fait que le modèle du one-shot m'intéresse beaucoup en ce moment. Puis je pense que j'aurais pas. J'aurai pas de nouvelles séries dans les prochaines années. Je vais avoir que différents one-shots, peut-être plus gros que ce que je fais en ce moment, plus de pages, passer à du 150 pages, mettons.
plus l'idée de vraiment plus créer des longs métrages que des séries télé, si on veut. Oui, de jouer avec les formats, puis de jouer aussi avec les casques que je regarde, par exemple, Mini-Jean, on arrive avec une structure d'album plus classique, avec Univers et Ninja, Ouais. la Jean-Jean, tu es plus dans le comics américain en termes de structure, là, en termes de largeur de page, mais avec une pagination plus large. On joue un peu avec ce format-là aussi, ça devient intéressant. Oui, oui. Puis, je dois dire, par exemple, sur Mini-Jean, ça, je l'ai jamais dit encore en public, là, mais c'est une commande, puis j'aurais pas dû faire ça. Puis, je me suis retrouvé pogné avec le personnage pendant beaucoup trop longtemps, puis j'ai jamais tant aimé parce que c'est de la courte BD. Hein. C'était du 2 pages à chaque mois. Puis, pour vrai, à chaque fois, j'ai essayé de faire de la courte BD. Après 8 histoires, je ne sais plus quoi faire. Pour vrai, j'aime mieux avoir une longue histoire qui finit plus sur des années que plusieurs petites. Parce que, tu sais, j'ai écrit un livre, par exemple, qui s'appelle La lettre A. Où tu interagis avec un truc d'humidité qui est pogné dans ton appartement. Donc, plus du Exactement. strip classique. Là. C'est du strip classique. Puis tu vois, j'étais en début de carrière, je ne savais pas exactement ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Fait que je faisais plein d'expérimentations. Puis j'ai essayé du strip. Puis après avoir fait ce livre-là, je me suis vraiment dit, je ne fais plus jamais de strip de ma vie. Parce que là, au lieu de créer une histoire, il faut que j'en crée 150. Parce que je vois vraiment chaque strip comme une histoire en soi, comme une scénette. Puis je veux que chaque scénette soit bonne. Tu sais, je ne suis pas capable de juste... Ça va être un gag, une phrase, puis après ça, on passe à l'autre. Tu sais, je veux qu'il y ait quelque chose, je veux qu'il y ait du jus là-dedans. Puis j'avais ce réflexe-là avec Mini-Jean aussi. Tu sais, si tu regardes la première 2 pages de Mini-Jean qu'il y a dans le tome 1, qui est comme Mini-Jean qui se multiplie en différentes versions de couleurs de lui-même, il y a du potentiel pour faire un livre au complet là-dedans. Juste parce que j'avais inventé une intrigue vraiment dense, puis j'ai essayé de pacter ça en 2 pages. Puis là, quand j'ai fini ça, c'était comme, OK, mais parce qu'il faut que j'en fasse un autre le mois d'après. OK, ouais, ça demande du jus. Puis là, rendu à 5-6, je sais tellement plus quoi faire. Puis j'ai l'impression que je suis obligé de me répéter ou c'est ça. Oui, surtout dans le contexte des autres séries où j'ai moins l'impression que tu as des limites claires, en fait, entre guillemets, en termes de nombre de pages. Je veux dire, Non, les j'en ai pas. agents Jean, tu as des petits tomes, tu as des gros tomes. Tu y vas avec ce que tu as besoin côté Absolument. espace, tandis que là, subitement, c'est OK, c'est 2 pages, C'est deux déjà pages. 44 pages, c'est rough, fait que deux. Oui. Puis j'avais pas vraiment le droit, c'était dans le format du magazine Les Explorateurs que Mini-Jean était fait. Puis je pouvais pas vraiment faire de à suivre. Il n'aimait pas ça, les histoires à suivre. Il faut que ce soit contenu. Fait que tu sais, même l'agent Jean, j'ai pas de limite de pages, mais je peux pas faire 250 pages, mettons. Mais je peux faire 2 livres. Tu sais, on s'en fout. Je peux finir par un à suivre, puis la suite va continuer l'histoire, puis tout est bien correct. Mais j'avais pas cette liberté-là à l'agent Jean. Encore là, j'ai me faire dire quoi faire. Fait qu'il faut plus que je prenne de commandes jamais. Mais quand tu arrives, par exemple, tu sais, côté structure de travail, parce que d'un côté, j'ai toujours perçu qu'il y a un côté très instinctif, organique dans ce que tu développes, dans les dialogues, dans l'organisation. Mais en même temps, je me dis, tu sais, on ne peut pas se lancer non plus dans 8 tomes sans avoir une direction hyper claire. Donc, tu planifies dans le fond ta saison, puis après ça, c'est un peu du jazz à travers ça, où Exactement. tu t'amuses à improviser autour de ta ligne. Ouais, ben, je sais comment ça va finir, en fait. C'est surtout ça. Je sais exactement où je m'en vais. Je ne suis pas capable d'improviser une bande dessinée. Ça aussi, je le sais parce que je l'ai expérimenté dans. Justement, tu parlais tantôt de Teaspoon Town Nord, qui est vraiment très obscur. Ceux qui connaissent ça de moi, bravo. Mais je faisais ça dans le magazine Le Bob, qui était publié à Québec, justement. Puis ça, c'était vraiment une BD continue que je continuais à chaque numéro avec un 5-6 pages. Puis sérieux, j'ai fait peut-être 40 pages. Puis je savais tellement pas où je m'en allais. Là. À chaque numéro, je cherchais ma direction. Fait que c'était juste genre, ça changeait de direction à chaque fois. Puis je savais pas où ça s'en allait ultimement. Fait que j'ai comme abandonné à moitié. Puis je fais comme, c'est n'importe quoi. J'avais juste l'impression de, je sais pas, garrocher de la peinture ces murs. Ouais, puis tu sais plus comment fermer à un moment donné parce que tu as trop ouvert de Non. portes. Puis, Oui, non, exactement. Puis pour ça, il faut vraiment que j'aie une idée claire de la direction que je veux prendre avant de commencer quoi que ce soit. Il faut que j'aie ma fin. Ouais. Donc, avec ta fin, dans le fond, c'est suffisant, mais tu sais, la fin du tome ou la fin de la Non, saison? la fin Ou, de la tu sais, saison, je te dirais. OK. J'écrivais le tome 1 de la Jean-Jean, je savais comment le tome 8 allait finir. Puis j'avais une vague idée de chaque chapitre, là, si on veut. Tu sais, j'avais une idée de l'antagoniste, puis de l'ambiance générale du livre, puis de sa couleur. Ça, j'avais déjà un layout de fait pour la Jean-Jean. Puis effectivement, il y a du gros jazz dedans. Il y a des livres qui sont fusionnés, d'autres qui sont modifiés ou qui ont pris de l'expansion, mais je m'en tiens pas mal à ma ligne de base. Ouais.
Donc, pas de jazz au synopsis. Le jazz arrive plus au scénario ou le scénario se fait un peu en storyboard ou Ouais, non, mettons un synopsis d'une ligne que j'ai en tête euh, avant de commencer. Puis ça varie pas beaucoup, là. Ben, c'est une ligne, des fois, assez floue, genre. Là, Jean-Jean va être pris dans telle partie du monde avec tel méchant et héros. Tu sais. Je voyais beaucoup, mais ma saison 1 de la Jean-Jean, je voyais comme des team-up entre Jean et un autre personnage de la série, juste pour avoir chaque livre qu'on explore un personnage Mhm. différent, puis sa relation avec Jean. Fait que ça, j'avais ça en tête pour chacun. Là, je savais que tel livre, ça va être Jean puis WXT. Après ça va être Jean puis Martha. Et puis, après ça, ouais, il y a du jazz dans la grosse histoire, là, si on veut. Puis c'est cette grosse histoire-là, tu sais, dans le fond, est-ce que c'est beaucoup dans le storyboard? J'imagine que tu dessines premier sketch ou dans le scénario? Parce que dans le fond, à un moment donné, ça vient à se fixer quand tu arrives, quand tu commences à mettre de l'angle dedans, j'assume que là, c'est comme tu avances, mais tu sais, tu te mets, ben, ou j'imagine que tu travailles à l'ordinateur, là, mais tu sais, à un Ouais. moment donné, ça se fixe, le flou, il est plus dans zone dessin ou dans zone scénario, dans le fond? Non, c'est dans un scénario. Je commence jamais les dessins sans que mon histoire soit vraiment écrite de A à Z. Je ne suis pas capable d'écrire en dessinant. Je pense que j'aimerais ça. En plus, c'est ça le pire, mais comme je dis, j'aime pas l'improvisation. Fait que c'est vraiment écrit. Chaque dialogue, découpage est fait. Puis après ça, je commence le croquis. Puis chaque étape de création va être un peu une réécriture. C'est comme je me fais Mhm. ma propre script édition en avançant. J'écris le scénario, je le mets en page en croquis. Puis là, je rechange des affaires dedans, je rechange des dialogues. Puis quand je commence à faire le propre, la couleur, d'un fois, j'ajuste encore certaines choses. Puis une fois que le livre est fini, je relis, puis là, je change encore des dialogues jusqu'à la dernière minute, juste pour être sûr que tout soit tête. Là. Ouais. Et tout ça dans un contexte où donc il y a une recherche scénaristique, puis j'imagine qu'il y a une recherche visuelle aussi parce que ben, c'est exacerbé dans l'univers État Ninja où là c'est clair que chaque livre est une couleur, mais dans la Jean-Jean aussi j'ai l'impression qu'il y a des dominantes. J'ai l'impression qu'en fait que la couleur joue un travail quand même assez important dans ton processus de création, dans les teintes, les tons, pour donner quelque chose qui est Vraiment. assez éclaté, mais qui a quand même, je trouve, une logique dans l'éclatement, si on peut dire. Oui, ben, tu sais, vu que c'est sûr qu'il y a une logique dans l'éclatement parce que, comme je disais, je sais où je m'en vais, puis je sais ce que je veux dire avec chacune des histoires, mettons. Puis, effectivement, la couleur, c'est bien important pour moi. Puis, on dirait que c'est une bonne façon de synthétiser là, ce que je veux faire avec un livre. Celui-là va être rouge. Pour moi, il y a déjà plein de significations là-dedans. Puis, il y a déjà un visuel associé que je veux explorer. Puis, c'est cool de livre en livre de juste se dire celui-là, il est bleu, celui-là, il est rouge. Déjà, c'est complètement différent dans ma tête. Fait que tu sens que tu t'en vas ailleurs. Là. Ouais. Puis après ça, on accompagne ça. Je sais pas, tu changes ton décor, ta peinture, ta musique pour profiter avec l'ambiance ou. Ben, je dirais que j'essaie d'équilibrer un peu ce que je fais. Si je fais un livre, par exemple, qui est très épique, très sérieux, tout ça, avec une grosse histoire bien intense, bien de l'action, après ça, j'y vais avec un livre plus calme, qui est peut-être plus léger, plus drôle. C'est surtout ça que j'essaie de varier de livre en livre, puis juste d'essayer de plonger mes personnages dans des situations différentes dans lesquelles on ne les aurait pas vus. Ouais. Oui, puis ça, j'imagine qu'à la longue, c'est un peu la difficulté autant on parlait du strip tantôt, je veux dire, là, c'est fou ceux qui font des centaines et des centaines de strips à un moment donné, de ne pas répéter les intrigues avec les 4 ou 5 mêmes personnages. Je trouve ça hallucinant. Mhm. Autant dans les grosses séries, ben, à un moment donné, il y a des péripéties où tu dis, ben, il me semble, l'ai-tu fait dans le tome 3 celle-là? Ou, Ouais. Ouais, ben, je te dirais que dans mon cas, j'essaie vraiment de ne pas avoir peur de changer le statu quo. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup les histoires que, tu sais, mettons, ça nous est tout déjà arrivé, tu pognes une série télé rendue à la saison 5, tu aimes ça, puis là, après ça, tu t'en vas regarder la saison 1, puis tu fais oh, ils sont partis de ça, mais c'est quoi qui s'est passé pour qu'ils arrivent jusque-là? Je trouve ça intéressant quand les personnages sont plus du tout à la même Mhm. place, plus loin dans l'histoire qu'au début. Puis si je m'étais limité à faire des sitcoms, probablement que je serais rendu prisonnier de mes propres personnages. Là. Fait que c'est pour ça que j'aime avoir une vraie intrigue qui avance. Là. Oui, ben en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, d'avoir des vrais héros qui vivent des vrais enjeux avec une vraie évolution. Parce que sinon, ben, tu sais, c'est comme ça peut-être moins, on sent moins l'aspect série, c'est plus sans dénigrer ce type de BD-là qui est aussi Ouais. intéressant, mais toi, ce que tu avais envie de faire, c'est plus de la saga que des épisodes, dans le fond. Oui, exactement. Ouais, j'avais envie de raconter quelque chose pour vrai. Je ne veux pas faire la BD juste pour faire rire. Puis il y en a qui le font, puis c'est excellent aussi. Là. C'est difficile de faire quelque chose qui est que drôle. Ça prend de l'énergie, ça prend des idées.
Puis, donc, moi, c'était vraiment l'histoire qui m'intéressait. Puis, l'humour pour comme venir ponctuer là-dedans, parce que c'est ma personnalité de toute façon, de un peu tout dédramatiser. Ou un peu tout... Des fois, l'humour, ça te permet juste aussi de changer l'angle de vue sur ce qui est en train de se passer. Puis j'aime beaucoup ça. Et tout ça, dans le fond, on parlait de personnages tantôt. Tu disais que tu avais un intérêt justement à aller tranquillement vers l'humain, mais d'instinct, tu allais vers l'animalier. Est-ce que J'imagine qu'il y a un plaisir d'un côté expressivité, de l'autre côté, je veux dire, c'est des personnages, un animal, on a déjà une idée de qui il est. Après ça, on peut jouer avec ça. Donc, c'est. Moi, j'aime l'animal juste parce qu'il y a une plus grande variété comparé à un humain. J'ai souvent dit que c'est un peu plate de dessiner des humains parce que tout le monde se ressemble un peu pas mal, là. Tandis que si tu compares une autruche à un crocodile, c'est complètement différent, les couleurs, les textures, la forme du corps. Puis en plus que je me donne une liberté dans la manière dont voyons, c'est quoi dans le terme là, pour quand on transforme un animal en humain? Anthropomorphisme? Oui, anthropomorphisme. J'avais anthropologie. Anthropomorphisme, mais je me donne une liberté dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, un personnage animalier va être sur 4 pattes, mais un autre de la même race va être sur 2 pattes. Je m'en fous. Je vais enlever le castor n'a pas de grosse queue de castor, par exemple. Ou, ils vont avoir des mains d'humains. Il y en a d'autres qui vont avoir des sabots. Je ne me donne pas de limite. Puis même des fois, je ne sais même pas c'est quel animal exactement. C'est juste, c'est un lézard ou c'est un oiseau, puis il décide c'est quel animal, là. Fait que l'animal me permet ça beaucoup. Mais là, on dirait qu'il y a quelque chose dans l'humain, justement, qui m'attire parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu un peu ma capacité à dessiner des beaux personnages humains. Ils sont tout le temps plates. Puis là, j'ai le goût de me repratiquer à ça. Puis, veux pas, vu que je trouve que tous les humains se ressemblent, c'est plus subtil les différences qu'il va y avoir d'un personnage à l'autre. Puis, je pense que j'ai l'impression d'aller dans cette. J'ai l'envie d'aller dans cette subtilité-là, maintenant. Oui, ben un peu comme si tu avais été jusqu'au bout du dessin un peu anthropomorphique ou animalier. Je veux dire, quand on arrive avec l'univers est un ninja puis qu'il y a des panneaux de signalisation qui sont des Ouais, personnages, je veux dire, on est allé quand même assez loin effectivement. Ouais, non, je ne sais pas ce qu'il me resterait à faire avec l'univers est un ninja, d'ailleurs. Mais j'ai bientôt, dans le tome 5, je vais avoir un toaster qui parle, là. On a atteint. On a atteint. J'ai fait un dessous de bras anthropomorphique aussi, là. On a parlé tantôt du personnage de dessous de bras. Comme ça, j'ai atteint les limites de l'anthropomorphisme rendu là. Un dessous de bras vivant. C'est correct, on peut retourner à l'autre côté du pendule. Et en même temps, des fois, je vois des personnages, puis je me dis, sachant que justement, puis quand on va dans, exemple, ton vieux blog du temps, il y a du garochage de personnages par Es-tu moment. allé lire mon vieux blog, toi, là? Mais de 2010, en fait, entre autres. Wow! Bon, OK, wow. il y avait d'ailleurs des dessins des ninjas de l'univers est un ninja, je pense, Oui, dans oui, les oui. Non, derniers posts. l'idée d'un ninja bleu, ça fait au moins 12-13 ans que j'ai ça dans la tête, là, ouais. Et d'une certaine façon, des fois, il y a des personnages où, je sais pas, tu parlais du toaster tantôt, tu dis, OK, je vais le dessiner, tu t'essayes, c'est un défi à un certain stade de dire comment entre guillemets, j'anime ou je réussis à rendre vivant, charismatique, un animal, un toaster. C'est. Il y a eu des défis, tu sais, avec la Jean-Jean, par exemple, le personnage de Bulle, c'était de créer un personnage d'éléphant, mais qui a l'air d'une jeune fille, d'une jolie jeune fille, mettons. Puis on ne fait pas le lien éléphant et féminité, mettons. Donc ça, il y avait une partie défi là-dedans, mais je te dirais que la majorité de mes personnages, c'est plus des espèces d'accidents. Je m'amuse à gribouiller dans un cahier, je dessine plein de sortes de personnages, puis à un moment donné, hop, il y en a un qui sort, puis je trouve qu'il est plus charismatique que les autres. Je fais comme, lui, il a un potentiel précis. Je ne sais pas c'est quoi encore, mais j'ai envie de pousser ça plus loin, là. Fait que là, tu les mets dans filière récupération potentielle, puis. Ouais. Je les mets dans aucune filière, ils restent dans le fond de ma tête, puis ils restent là. J'ai l'impression que les bonnes idées s'en vont jamais, là. Mais, C'est rare que je note, mettons. Ouais. mais on parlait tantôt du dessous de bras. Il faut dire que, dans le fond, l'idée des personnages un peu particuliers, tu l'apportes en toi depuis le départ, dans le fond, pratiquement. Je veux dire, une aisselle vivante, c'est dans tes premiers trucs, puis tu as gardé ça aussi avec toi pratiquement tout le long. Ouais. Ben, ça vient de mon amour pour l'absurde, moi, qui a commencé. Quand les Denis Drolet sont arrivés, là, ça a été une grosse claque d'en face. Peut-être pas une claque d'en face, mais ça a été un peu ah oui, on peut faire ça, on peut être complètement absurde, éclaté. Ça me faisait déjà rire avant, mais je n'avais pas réalisé que ça pouvait être une vraie forme d'art, mettons. Puis il y avait aussi une bande dessinée dans Safari qui s'appelait Le Négatif, faite par Left Hand,
qui à l'époque s'appelait, je pense qu'il s'appelait juste AS. C'est juste A commercial, signe de cash, là. Puis il faisait ça dans Safari, puis c'était qu'un paquet de petits strips vraiment, vraiment absurdes. D'ailleurs, le strip me parle quand il est complètement éclaté, là. Et puis, ouais, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ah oui, OK, on peut aller là. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Puis, je remplissais mes agendas d'école littéralement de bandes dessinées absurdes. C'est-à-dire, à chaque mois dans l'agenda, il y a comme des cases pour chacun des jours du mois. Puis moi, c'était des cases de BD, veux pas. Là. C'était comme, tu me donnes des cases vides, je vais les remplir de bonhommes. Puis je faisais des strips super absurdes. Puis j'étais bien gros dans l'exploration là-dedans. Là. J'étais beaucoup plus absurde adolescent qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il faut que je retrouve ce côté-là parce que je m'en ennuie un peu. Mais des fois, je me trouvais juste un titre ultra absurde. Puis après, mes strips avaient toujours le même pattern, là, c'est-à-dire un titre, une image, le mot fin. Fait que là, je m'inventais un titre super absurde. J'avais une image super punchée, fin. Puis des fois, je jazzais sur le fin aussi. Puis j'essayais n'importe quoi. Puis j'ai publié ça aussi dans le Bob, d'ailleurs. Si vous trouvez des vieux Bob, vous allez trouver une série qui s'appelle L'Agenda, qui est juste de l'expérimentation de ma part. Je dirais que le 2/3, c'est vraiment pourri, mais il y a des petites perles là-dedans quand même. Puis Dessus de bras est né là-dedans. Donc, d'un côté, en fait, j'ai l'impression que tu es de ce que j'en comprends, de si on fait la psychanalyse, d'un côté, tu as envie d'aller un peu plus loin dans le dessin, de dire, bon, OK, on va s'approprier l'humain, essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec l'humain. L'autre côté, tu dis, ouais, mais peut-être aussi l'absurde, est-ce que je retourne aux sources puis d'aller un peu plus loin aussi, de voir comment je peux pousser ça? Oui. Les deux possibilités sont là, finalement. Ben, je te dirais, c'est drôle, je te parlais, j'ai envie de faire des humains, mais j'ai pas envie de faire une histoire ultra réaliste quand même. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir des personnages humains, mais de pousser le fantastique et le surréaliste bien plus loin que ce que j'ai déjà fait. Tu sais, un de mes auteurs... As-tu déjà lu du Grant Morrison? Par la bande. Oui, OK. Ben, moi, c'est mon auteur préféré. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas Grant Morrison, il a écrit comme les meilleures bandes dessinées de Batman et de Superman. Puis il est ultra, ultra éclaté dans son style. Puis lui, quand tu lis ces choses, il va aussi loin que d'essayer d'expliquer c'est quoi l'univers ou d'expliquer la conscience. Puis tu sais, il va dans le métaphysique puis le philosophique là, à côté, puis l'astrophysique, puis ouais donc. Fait que j'ai un peu cette volonté-là aussi. Je ne me comparais pas à lui là, parce que c'est bien plus un génie que moi. Là. Ouais, fait que j'ai envie d'explorer l'humain, mais aussi d'explorer les limites de l'univers carrément. Là, est-ce que c'est un peu dans la continuité du défi que tu t'étais donné avec l'univers est un ninja? Parce qu'une certaine façon, tu dis, regarde, il y a un côté cosmogonique un peu là-dedans de bâtir les règles d'un univers. Puis, qu'il soit absurde ou pas, il faut que les règles fonctionnent, il faut qu'il y ait une logique derrière ça, peu importe après ce langue qu'on lui donne. Oui, exactement. Mais tu as dit le mot cosmogonique, excuse, j'ai stické Cosmogonie, là-dessus. oui. Je pense pas avoir déjà entendu ça, mais j'adore ça, je vais l'utiliser. Oui, ben, il y a une continuité absolument. Ben, je dirais que je vais être peut-être plus précis dans mes intentions avec l'univers est un ninja, parce que quand je dis dessiner des personnages d'humains, je veux faire revenir mon personnage d'humain, le personnage d'Alex qui était dans la lettre A. Ça fait longtemps que je l'ai en tête et que j'aimerais le replonger dans des vraies aventures plutôt que des strips. Fait qu'il y a une volonté de comme explorer l'univers, comprendre l'univers, mais d'explorer moi-même aussi, puis l'intimité de ma conscience, là, si on veut. Puis l'univers est un ninja, veut pas, il y a beaucoup ça aussi parce que le personnage de Io, je pense que c'est pas mal moi aussi. Là. Je pense qu'un auteur, son personnage principal va toujours être la réflexion la plus claire de lui-même, là, même quand il n'essaye pas. C'est ce que je me suis rendu compte en faisant de la thérapie, d'ailleurs, c'est que chacun des livres parle profondément de moi, même quand j'essaye même pas. Là. Même quand j'ai l'impression d'écrire quelque chose qui est super loin de moi. Non, c'est que toi. Là, avec mon dernier agent Jean ici, qui sortait hier, je pense. Oui. Il y a le personnage de Martha dans ce livre-là qui est comme sous pression depuis 4 livres, puis elle a un gros secret à cacher, puis elle regrette ses choix du passé. Puis là, elle décide de casser la roue à ce livre-là, puis de tout révéler. Puis c'est le reflet de moi qui avait l'impression d'avoir stagné avec l'agent Jean, puis de ne pas avoir ramené la série où je voulais. Fait que là, qui casse, puis qui va aller plus loin. Fait que, si vous lisez Les Agents Jean, vous savez exactement comment je filais. La trame émotionnelle d'Alex A. Ah, complètement.
Et en même temps, j'imagine qu'un plaisir justement à pouvoir aller un peu vers le livre, ou en même temps, tu n'as pas le choix non plus, j'imagine, d'amener ça dans le livre parce que, tu sais, on regarde ton rythme de création, c'est quoi? C'est 2 albums par année, c'est 4-5 mois de travail chaque. Genre, tu t'es donné un horaire assez intensif, puis là, c'est juste pour les albums, on ne parle pas des ateliers, on ne parle pas de tout ce qui vient autour, des Mhm. présences, des salons du livre. Je veux dire, ça doit être assez intense là, par moment. Ben oui, mais j'ai fait un burn-out il y a 2 ans déjà. J'ai dû arrêter 6 mois parce que j'étais complètement brûlé. Ben, en fait, après le tome 8 de la Jean-Jean, ça faisait 4 ans que j'avais un rythme de d'un fois 3 livres par année. Puis je faisais beaucoup de salons, puis beaucoup de tournées promo. Puis après le tome 8, j'avais prévu faire une pause. Puis finalement, je ne l'ai pas pris parce qu'il y avait quand même beaucoup de pression de continuer autant du marché des fans, de l'éditeur. J'avais encore des idées. Je n'étais pas à court d'idées du tout, du tout. Puis je me suis retrouvé à devoir prendre une pause, à faire 3 séries en même temps. Fait que j'ai fait l'Univers est un ninja, la Jean-Jean, Mini-Jean, tout en même temps. C'est pour ça que l'Univers est un ninja, d'ailleurs, je pense que j'aime pas nécessairement le tome 1, là, c'est parce qu'il a été créé dans un état que j'étais tout le temps sous pression, puis j'ai pas réussi à prendre le recul pour créer ce que j'avais envie de faire, là. Puis en même temps, on travaillait sur un projet de dessin animé qui a été comme très prenant. Fait que là, puis j'ai continué à ce rythme-là un autre 2-3 ans, je pense. Puis là, à un moment donné, j'ai complètement flanché une journée. Puis j'ai fait, hey, non, faut que j'arrête complètement. Fait que j'ai arrêté pratiquement toute activité pendant 6 mois. Puis là, j'ai retrouvé presque un rythme comme avant. Je fais 2 livres par année. J'en fais jamais 3 par année cette fois-là. Ça, je l'ai appris. Puis j'ai enlevé Mini-Jean aussi. Puis là, j'essaie vraiment d'alterner la Jean-Jean, l'Univers est un ninja de manière plus saine. Puis je veux aussi prendre des pauses plus souvent juste parce que quand je m'arrête, c'est là que les meilleures idées sortent puis les idées nouvelles. Fait que, le 6 mois que je me suis arrêté, jour 1, j'avais une nouvelle idée de projet que j'avais jamais vue avant, qui s'est arrivé de nulle part. Puis même si j'étais fatigué, j'aime avoir des idées de projet. On dirait que c'est ma façon de Ouais, vivre, là, quasiment. quitte à se garder un peu en bride, de dire OK, je ne la fais pas tout de suite, je la garde, je la garde. Ben, ou juste d'y penser puis de le faire, mais si après 1 heure, on est tanné, on le fait pas. Il n'y a personne qui attend après Ouais. ça. Donc, juste m'asseoir, faire un dessin que personne n'attend puis de m'amuser, puis que personne ne le voit jamais. J'adore ça au final. Là, ça me fait du bien. Fait que ça, c'est un autre élément qui est rentré dans l'expérience aussi d'auteur, du jeune fougueux qui se donne un rythme de Ah sprinter oui, marathon, mais là, qui réalise dans le fond que, OK, non, non, je suis en train de faire un marathon, il faut que je m'organise aussi sur les années puis gérer mon agenda exactement. différemment. Ben, ce qui est le fun avec les marathons, c'est que ça arrête. Fait que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Mais ouais, ben, c'est le danger aussi je veux pas dénigrer mon succès, là, le succès de mes livres, mais c'est aussi le danger quand on rencontre un très, très gros succès. C'est comme la pression est là pour continuer, mettons. Puis même si la pression, on se la donne nous-mêmes, là, on a l'impression que le monde va trop attendre après moi. Le monde aime tellement ça qu'ils en veulent tout le temps. Fait c'est plus difficile de dire non. Surtout qu'en plus, comme moi, qui ai bien de la culpabilité et qui a de la misère à dire non à la base, là, ça a été terrible. C'est clair, puis j'imagine qu'en plus, c'est quand tu sors, tu vois les fils, que tu regardes les listes de ventes, puis il y a des années où quoi, tu étais pratiquement dans le top 1 des meilleurs vendeurs en librairie. Avec Ben, les il y a séries eu genre le une année. succès, Ouais. il y a des Ben, il y moments a où une année c'est. que j'ai vraiment eu un vertige parce que ouais, des fois, puis ça n'arrêtait plus d'augmenter d'année en année. Puis à un moment donné, je me mon Dieu, ça va-tu arrêter à un moment donné? Mais il y a eu une année où j'ai appris que si tu regardais le top 12 des plus gros vendeurs de bandes dessinées au Québec, les 12 premiers titres, c'était les miens. Puis j'ai fait, il me semble que c'est pas normal. Là. Ça, c'est quasiment épeurant. Là. Je pense qu'il y avait mes 12 livres à moi, dont un qui était sorti comme 6 ans avant. Puis après ça, il y avait Guy Delisle avec son livre. Je ne me souviens plus celui. C'est Jérusalem, peut-être? Celui, le gars en S'enfuir. prison, là. S'enfuir. C'est s'enfuir. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, c'est pas normal, ça. Il y a quelque chose d'épeurant là-dedans. Fait que, En ouais, fait, ça peut faire peur. c'est là que tu te rends compte que tu es rendu un phénomène, ou en fait, Oui. de l'ampleur du phénomène du tome 5 qui a atteint. En fait, puis en même temps, j'imagine que ça va être tellement gratifiant de voir que ton travail est tellement apprécié qu'il est devenu un peu, je veux dire, incontournable. On ne peut pas passer à côté de la Non. Jean-Jean. Tu vas dans n'importe quel cours d'école, puis tout le monde connaît la Jean-Jean. Ben, c'est gratifiant, oui et non. C'est toujours une discussion. Je n'ai pas encore fait d'idée précise là-dessus, mais c'est parce que on dirait que j'ai de la misère à ressentir une vraie fierté par rapport à ce succès-là parce que j'ai pas. Comment je dirais ça? Tu
pour moi, pour me sentir fier, c'est j'ai fait quelque chose qu'au début, je pensais impossible. J'ai travaillé fort, j'ai confronté des défis, j'ai confronté des peurs, puis à la fin, j'ai réussi. Puis là, je suis fier. Tandis que La Jean-Jean, mettons, c'est une série que j'ai fait parce que j'avais envie de faire ça, puis un personnage que je traînais parce que je voulais essayer de faire des BD. Puis ça a fonctionné, puis ça a explosé. Je ne me sens pas responsable de ce succès-là nécessairement. On dirait que c'est plein de facteurs. C'est comme ça a donné que les gens aimaient vraiment mon style puis qu'ils ont embarqué. Mais j'aurais pu avoir un autre style que moi, j'aime autant puis que les gens n'auraient pas embarqué, mais j'aurais fait le même travail. Fait qu'on dirait qu'il y a une partie du succès qu'on n'est comme pas responsable. J'ai de la misère à me dire « Ah oui, c'est parce que je suis génial que tous les enfants au Québec aiment mes livres. » Ben non, il y en a que j'estime qui travaillent mieux que moi ou qui ont des meilleures idées puis qui n'ont pas ce succès-là. Puis ils n'ont pas à se sentir moins fiers que moi. Fait que c'est ça, Oui, en j'ai fait, tu réfléchi as encore là-dessus. réussi instinctivement à mettre le doigt sur quelque chose qui rejoignait des gens. Puis Oui, comme c'est venu un peu naturellement parce que toi, c'est ce que tu aimes, puis ça a donné que exactement. ton goût était le goût de tes 7 à 14 ans au Ouais. Québec. J'ai Au bout jamais du compte. essayé, du moins consciemment, d'être populaire avec mes livres. Quand j'ai sorti le tome 1 de la Jean-Jean, je me demandais vraiment si les gens allaient aimer ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont rire à mes blagues? Il me semble qu'ils sont un peu déconnectés. Ils vont-tu comprendre ce que j'essaie de faire? J'étais-tu assez bon pour vraiment que ce soit lisible pour vrai, ce que j'ai fait? J'ai remis le livre à mon éditeur, puis je pense que j'ai attendu une semaine avant d'avoir un feedback. Fait que pendant une semaine, je me suis dit, ça y est, ils ne me répondent pas parce qu'ils trouvent ça pourri, puis qu'ils se demandent comment ils vont rompre le contrat, ou c'est clair. Puis finalement, après une semaine, elle m'a écrit, mon éditrice, pour dire « Hey, en passant, super bon ta BD. » J'ai fait « OK. » Après ça, il restait le verdict des gens. Mais sinon, non, c'est ça. Mais c'est gratifiant de se dire que j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Les gens ont compris ce que j'essayais de faire puis ils ont embarqué. Fait que là, tu te dis, OK, fait que là, la prochaine fois, je peux aller un peu plus loin, plus loin. J'ai pas eu de réaction genre que c'est ça. Puis j'ai fait, oh non, que c'est ça. Ils comprennent pas où c'est que je m'en vais. Là, c'est comme ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire, vous avez compris, vous avez aimé. Good, OK, parfait. On peut avancer. Ça, c'est cool. Et pour l'instant, je rappelle aux gens qui nous écoutent, en fait, on peut avancer avec les séries La Jean-Jean, l'univers est un ninja qui se poursuivent. Il y a des Oui. nouveautés. Bon, il y a le jeu, il y a la série, il y a plein d'affaires aussi dans l'univers de La Jean-Jean. Et Alex, peut-être avant de se laisser, on a comme 5 questions qu'on pose Oui. spontanément à tous nos invités dans la série des rencontres. Mm-hmm. La première, en fait, on a déjà un peu répondu en début d'entrevue, mais la première BD que tu as lue. Ouais, ben, je vais dire Les aventures de Célestin de Serge Gaboury. D'ailleurs, il faut une réédition de ça. Il faut qu'on puisse trouver ce livre-là parce que c'était vraiment bon. C'était du vrai bon cartoon jeunesse. Là. Tu sais, c'est l'histoire d'un astronaute qui combattait un extraterrestre qui mangeait des planètes avec du ketchup. Il y avait une machine pour rapetisser les planètes, puis il les mangeait. Puis c'était la BD science-fiction, humoristique, cartoon. Ça m'a bien parlé vraiment tout de suite. Puis c'est ça qui m'a donné envie de faire ma propre bande dessinée. Je pense pas que c'est la première que j'ai lue, mais c'est la première qui m'a marqué. T'sais. J'ai probablement lu des Astérix avant que j'ai pas embarqué. Ouais. Fait que s'il y a des gens qui veulent le rééditer, ben, on peut mettre le tag, genre la série qui a inspiré le créateur de la Jean-Jean. Oui, ben oui, absolument. On a des idées, là. La première BD que tu as le plus lu et relu, en fait, la BD que tu as le plus lu et relu, là, c'est enlevons première, donc la BD en général que tu as le plus. Je vais te dire, ouais, pas le choix, un classique, je l'ai ici. All-Star Superman. Justement, je parlais de Grant Morrison tantôt, qui est mon auteur préféré. Mais ça, c'est comme. Je me sens un peu mal tout le temps de parler de ce livre-là parce que c'est un référent. C'est reconnu par tout le monde comme étant un des meilleurs comic books américains puis la meilleure BD de Superman. Puis c'est aussi ma préférée. Fait que j'ai l'impression de dire des affaires que tout le monde sait déjà. Là. C'est comme demander à un compositeur classique, c'est qui ton compositeur préféré? Il va dire Bach. Ben oui, mais à part Bach, il y en a-t-il d'autres? Mais c'est celle que je reviens tout le temps d'année en année puis que mon intérêt ne diminue pas. Tu sais, des fois, il y a des affaires d'année en année, tu te rends compte, c'était pas si bon que ça finalement. Mais celle-là, il y a tellement tout là-dedans que j'ai l'impression de même pas avoir tout compris ou tout assimilé ce qu'il y a dans cette histoire-là. C'est autant de la science-fiction, de la fantaisie, de la philosophie, de la mythologie, tout en même temps. C'est un peu un hommage à tout ce qui a été Superman à travers les années, puis de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, son évolution. Fait que c'est vraiment super, super riche. Je ne sais pas comment il a fait ça, Grant Morrison.
Et dans tout ça, peut-être, outre Grant Morrison et Ouais. outre Gaboury, donc la BD qui t'a le plus marqué personnellement ou professionnellement, outre les deux susmentionnés. Quand j'ai lu Dark Knight Returns de Frank Miller, moi j'ai commencé à lire de la bande dessinée relativement tard, dans le sens, mes seuls contacts avec la bande dessinée, c'était comme ça fait rire quand j'avais 12-13 ans. Puis il y avait des excellents auteurs et dessinateurs québécois là-dedans. Ils ont tous passé par là. Mais j'ai toujours aimé les super-héros. Puis à 16-17 ans, je me suis dit, je devrais en lire déjà des comics. J'ai juste vu les films, les séries, je connais la surface, mais aller lire les grands classiques. Puis quand j'ai lu Dark Knight Returns, là, j'ai vraiment pogné de quoi parce que je pense que c'était la première fois que je lisais une bande dessinée qui était écrit comme une grosse tragédie. C'est théâtral et poétique. Là, je trouvais que la manière de représenter les émotions fortes, parce que Frank Miller, il a toujours un style de dessin extrêmement brouillon, très quasiment primal. Là, Grant Morrison a déjà dit que ça ressemble des fois à des dessins des cavernes, des dessins des hommes des cavernes sur les murs. C'est très vrai, surtout aujourd'hui. Mais son émotion est tellement forte. Puis je l'ai lu en français en plus, puis je trouvais que ça ajoutait un côté théâtral, le français, que j'aimais beaucoup. Tu avais l'impression de lire du vieux Hamlet, des affaires comme ça. Fait que celle-là, ça m'a vraiment rentré dedans, puis j'ai eu envie après ça. Ça a comme ouvert une certaine exploration dans mon style. Je dirais vers 16-17, je commençais l'art plastique aussi. Puis là, j'éclatais un peu plus la forme, j'essayais différents types de personnages, différents types j'avais une bande dessinée en noir et blanc, clair-obscur. Pour chaque projet que j'avais en tête, j'inventais un style graphique différent, puis j'explorais beaucoup, puis je pense que cette bande dessinée-là a contribué. La dernière bande dessinée que tu as lue? Je pense, je vais dire une que j'ai lue au complet, parce que j'en ai beaucoup commencé, puis je ne les ai pas finis, mais il y a Shangri-La de Mathieu Boquet. Oui, c'est un méchant chef-d'œuvre, ça. Attends, j'ai dit son nom comme ça? Bablet? Mathieu Bablet. Oui. Non, ça, j'ai lu ça en revenant de France dans l'avion, puis j'en ai parlé, j'ai fait un live récemment avec la Maison des libraires où je parlais des suggestions lecture, là, mais je vais me répéter s'il y en a qui ne l'ont pas vu. Mais ça, je commençais cette bande dessinée-là en faisant un peu, pas encore une espèce de dystopie où, ben oui, la race humaine est prise dans une station spatiale parce que la Terre est morte, puis là, ils font juste consommer, puis là, c'est une critique de la société de consommation. Mais là, en lisant, je me suis rendu compte que ça allait bien plus loin que ça, puis il aborde des idées vraiment intéressantes, puis visuellement, puis niveau écriture, c'est un chef-d'œuvre sur toute la ligne. Puis à la fin, tu te restes avec des questions dans la tête qui changent un peu ta façon de voir le monde. Puis le livre ne donne pas de réponse, il fait juste genre te montrer plein de choses, puis part avec ça. Puis ça, j'ai adoré ça. Et dernière question, en dehors de la bande dessinée, est-ce que tu voudrais nous parler d'un livre qui t'a marqué? Dehors. Je lis beaucoup. Ben oui, un peu. Ben oui, je vais en parler. Mais moi, j'ai toujours été gros fan de paranormal et extraterrestre et tout ça. Justement, j'aime beaucoup le titre de votre émission, Rencontre du 9e type. Tu vois, j'ai emmené un extraterrestre. Il est là en arrière. Oui, effectivement. Mais puis ça m'a amené aussi à m'intéresser à tout ce qui est métaphysique, univers parallèle, puis vie antérieure. Puis, je m'intéresse à toutes ces affaires-là. Ça m'alimente beaucoup dans mon écriture. Puis moi, il y a un auteur québécois qui est vraiment pété, qui s'appelle Jean Cazot, qui a écrit, je pense, pas 17 livres à peu près, sur... c'était comme, il commençait comme un enquêteur sur les ovnis, puis là, il est viré sur le top, puis là, il part dans la métaphysique et tout ça. Puis il y a son livre « Esprit d'abord, humain ensuite » qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré récemment. Ça se veut une espèce de livre documentaire, plus un essai, mais il est tellement imaginatif dans ses affaires que ça devient de la fiction, là, finalement. Puis quand il a commencé il parlait des liens avec les anciennes civilisations, puis des affaires de l'île de Pâques et tout ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant. Puis le continent perdu de la Lémurie, puis ces affaires-là, j'adore ça. Fait que n'importe quel livre de Jean Cazot, si vous aimez ce genre d'affaires-là, c'est bien bon. Alors ben voilà, Alex A, merci beaucoup pour ce temps passé. C'est bien le fun. À une prochaine. Merci. Oui, à la prochaine. Salut. Alors voilà qui conclut cette 4e rencontre du 9e type. Je rappelle qu'on était en compagnie au fil de cette heure d'Alex A. Alors c'était Raymond Poirier avec vous. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver.
J'en profite avant de se laisser, tout d'abord pour remercier le travail de Thomas-Louis Côté, directeur général de Québec BD, qui a travaillé, entre autres, au montage et au travail visuel de cette entrevue. Je remercie évidemment la Vie en BD sur CKRL 89.1, Québec BD ainsi que la Fabrique culturelle pour leur collaboration. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, on aura l'occasion de jaser des nombris en compagnie de Maryse Dubuc. À très bientôt.